Bienvenue à toi dans cet épisode où on va parler trauma. Si je te demande d'imaginer quelqu'un qui a vécu un trauma, qu'est-ce qui te vient en premier? Quand je pose cette question, en général, on me répond quelqu'un qui a survécu à quelque chose d'extrême, quelqu'un qui a eu un accident grave, un abus particulier, une guerre, une agression, un attentat, une catastrophe naturelle. Bref, quelque chose de dramatique, quelque chose d'horrible, quelque chose qui est très visible. Et si je te demande, toi, est-ce que tu as vécu un trauma? C'est une question que je pose très très fréquemment lors, du premier rendez-vous avec les personnes que j'accompagne. En général, on me répond: «Non» et peut-être que toi aussi tu me répondras: «Non». Non, je n'ai pas vécu de guerre, personne ne m'a agressé, mon enfance n'était pas si terrible que ça et d'autres ont vécu bien pire que moi. Cette phrase-là, «D'autres ont vécu bien pire que moi», je veux qu'on y revienne parce qu'elle est peut-être la plus courante, elle est aussi la plus coûteuse de toutes les façons dont on minimise sa propre souffrance. Et le trauma, c'est un concept qui est très mal compris de la psychologie populaire. On croit savoir ce que c'est, on croit que ça ne nous concerne pas, ou on croit que ça nous concerne uniquement si on a vécu quelque chose d'exceptionnel. Mais en réalité, c'est bien plus large que ça, c'est beaucoup plus nuancé et c'est beaucoup plus proche de chacun d'entre nous que ce qu'on imagine. Alors aujourd'hui, je veux qu'on pose les bases vraiment de qu'est-ce qu'un trauma. Pas la définition, du dictionnaire ou la définition, que voilà, qui est populairement admise, on va dire, mais, ce que veut dire le trauma dans le corps, dans la physiologie, dans le système nerveux et finalement dans la façon dont on traverse la vie. Parce que ça commence par la compréhension. Mais la réelle compréhension de ce que ça fait dans le corps, dans les mécanismes, dans la physiologie, puisque comprendre tout ça, à mon sens, peut changer la façon dont on se regarde soi-même et c'est très important dans le parcours de guérison que tu entames ou que tu as envie d'entamer. Alors, l'erreur la plus commune, c'est de définir, le trauma par l'événement. Donc c'est la confusion, on va dire, la plus répandue, la plus populaire. Le trauma, c'est ce qui s'est passé à l'extérieur, c'est un événement X, et c'est lié à la gravité objective de la situation. Dans cette vision-là, le trauma, c'est réservé aux grandes catastrophes, aux événements qu'on peut montrer aux autres et qui déclenchent finalement immédiatement de la compassion. Des choses dont le monde entier s'accorderait à dire: «Oh là là, c'est grave, oh là là, oui, ça justifie de souffrir». Et dans cette vision-là, beaucoup de souffrances réelles, beaucoup de souffrances très profondes, n'ont pas le droit de s'appeler trauma ou n'existent pas dans l'imaginaire collectif finalement, puisqu'elles ne viennent pas d'un événement qui est très visible, qui est très dramatique, qui est incontestable. Et ça, c'est l'erreur numéro un. Et finalement, cette erreur-là, elle fait tort à des gens qui ont eu des traumas complexes principalement, et maintient des personnes dans une espèce de honte silencieuse. Je n'ai pas le droit de souffrir autant pour ça, puisque j'ai rien vécu de grave. Ce qui empêche ces personnes de chercher du soutien, et ce qui empêche ces personnes-là de comprendre ce qui se passe en eux. Et ce qui empêche aussi certains thérapeutes, admettons-le aussi, qui ne connaissent pas réellement la définition du trauma telle qu'elle est, telle qu'on la connaît aujourd'hui en 2026, puisque voilà, il y a 20 ans, peut-être qu'il y avait d'autres définitions, mais aujourd'hui, les études ont avancé, il y a beaucoup de médecins, etc., de mentors qui ont élargi cette vision-là du trauma qui était quand même très particulière. Et ça empêche toutes ces personnes-là aussi d'aider de la manière la plus convenable finalement à cette définition-là. Alors, qu'est-ce que le trauma? Gabor Maté, qui est un médecin et chercheur dont je parle très souvent ici sur cette chaîne, il propose une définition qui, selon moi, est la plus juste, qui est la plus utile et la plus facile à comprendre. Donc, le trauma, ce n'est pas ce qui t'est arrivé. Le trauma, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur de toi en réponse à ce qui t'est arrivé. Donc en anglais, il dit Trauma is not what happened to you, is what happened inside of you because of what happened to you. Cette phrase, elle mérite vraiment d'être entendue. Donc le trauma, ce n'est pas l'événement. C'est ce qui s'est passé à l'intérieur de toi en réponse à quelque chose qui y est arrivé. Donc le trauma, c'est la blessure intérieure qui a été créée par l'événement ou par l'absence de ce qui aurait dû être là pour traverser l'événement. Donc finalement, je déplace l'extérieur vers l'intérieur et ça change tout. Puisque ça signifie que le trauma, il ne se mesure pas à ce qui s'est passé exactement, mais à comment mon système nerveux a vécu ce qui s'est passé.
Et deux personnes peuvent vivre le même événement et en sortir avec des empreintes très différentes, selon leurs ressources, selon leur âge, selon leur histoire, leur contexte, le soutien qu'elles avaient autour d'elles, la sécurité intérieure qui a été bâtie ou pas durant l'enfance, les traumas transgénérationnels. Il y a tellement, tellement de choses qui viennent qui viennent modifier la perception intérieure d'un événement d'une personne à une autre. Une personne qui a 3 ans qui se perd dans un supermarché, c'est un événement banal, mais potentiellement traumatisant pour ce petit cerveau non mature. Par contre, un enfant qui a 12 ans qui va se perdre au supermarché va avoir des ressources que l'enfant de 3 ans n'a pas, et cet événement à 12 ans ne sera pas aussi impactant physiologiquement que pour l'enfant de 3 ans. Vous voyez un petit peu là où je veux en venir. Donc l'événement, c'est pas le trauma. Et Peter Levine, qui est le fondateur de la Somatic Experiencing, qui est une modalité que j'utilise avec vous et qui a beaucoup, beaucoup écrit sur le trauma, évidemment, j'en parle tout le temps, il dit que le trauma, ce n'est pas dans l'événement lui-même, il est dans le système nerveux. Donc ce qui crée le trauma, c'est un événement ou une expérience, on va rester plutôt sur l'expérience, que le système nerveux n'a pas pu intégrer complètement. Un événement ou une expérience qui a déclenché une réponse de survie, une réponse de peur, une réponse de sidération, une réponse d'effondrement qui n'a pas pu se résoudre et qui est finalement restée coincée dans le corps. Donc, c'est la fameuse boucle traumatique ou vortex traumatique dont je parle souvent et dont parle Peter Levine. Et cette boucle traumatique qui reste dans le corps puisque ça n'a pas été résolu, elle continue d'émettre des signaux d'alarme alors que la menace réelle est passée. C'est pour ça que des événements objectivement mineurs peuvent être traumatiques. Si le système nerveux n'avait pas les ressources pour les traverser à ce moment-là, le petit enfant de 3 ans n'a pas les ressources, n'a pas la maturité émotionnelle et physiologique pour gérer cet événement, somme toute, banal. Et c'est pour ça que des événements qui sont objectivement graves ne le sont pas toujours si la personne avait suffisamment de ressources et de soutien pour les intégrer. Ok, donc ça va finalement dans les deux sens. Donc avant, on parlait de trauma avec un grand T et de trauma avec petit t. Donc il y a plus de nuances là-dedans, mais j'ai resté sur cette définition-là. Donc ce qu'on appelle le trauma avec un grand T, c'est aussi ce qu'on appelle le trauma de choc. Ça va être l'événement qui est aigu. L'événement qui est unique, l'événement qui va être d'une intensité extrême, un accident grave, une agression, un viol, une catastrophe naturelle, assister à la mort de quelqu'un, être en danger de mort. Voilà, ces événements ont en commun finalement leur intensité, ce sont des événements somme toute soudains et qui font déborder complètement les capacités du système nerveux qui n'a pas la capacité à les intégrer sur le moment. Donc le corps va mobiliser des ressources de survie massives et si ces ressources ne peuvent pas être déchargées correctement après l'événement, eh ben ça reste à l'intérieur et ça continue de tourner en boucle alors que l'événement est passé. C'est exactement ça le trauma. Et c'est ce type de trauma de choc qui correspond à ce qu'on appelle donc le PTSD ou le SSPT, donc c'est le syndrome de stress post-traumatique dans sa forme classique. Il y a énormément de symptômes, ça peut aller du cauchemar au flashback, à l'hypervigilance, etc., à l'évitement des déclencheurs qui rappellent l'événement. Donc, ce trauma, il est reconnu par la majorité des personnes, il est considéré comme grave, il est relativement reconnu et pris en charge. Le trauma avec le petit t maintenant, qui est moins visible, qui est moins dramatique, et qui est le plus répandu finalement, c'est ce qu'on appelle le trauma avec un petit t. Ou ce qu'on appelle maintenant le trauma développemental, le trauma relationnel, le trauma complexe. On peut aussi l'appeler trauma d'enfance, puisqu'en général, ça vient parler de l'enfance, du trauma prénatal et préverbal, avant la parole. Et ça peut être aussi dans l'enfance, donc on va rester sur le trauma développemental. Ce ne sont pas des événements qui sont uniques et hyper aigus, ce sont des expériences qui sont répétées et chroniques, tous les jours, un petit peu, et qui finalement s'accumulent au fil du temps. Donc dans l'enfance, cela a un impact considérable, puisque comme je vous disais tout à l'heure, d'autant plus que le système nerveux d'un enfant n'est pas mature. Imagine tous les jours. Et ces traumas-là,
Ces événements-là, ils arrivent avec avec les figures d'attachement. Ça peut arriver aussi à l'école, évidemment, s'il y a de l'humiliation tous les jours. Parce que aucun événement isolé n'est assez grave, finalement, ces traumas sont très difficiles à reconnaître, ils sont même pas du tout reconnus. Il n'y a pas de moment précis à pointer. Il n'y a pas quelque chose qui s'est passé le 25 octobre 1997 et s'est passé ça. Non. On n'arrive pas à pointer du doigt l'événement, c'est juste un contexte, une atmosphère. Ça peut être aussi un manque de. Le trauma, c'est pas quelque chose qui arrive, et forcément aussi. Ça peut être un manque d'amour, d'affection, un manque de je peux exprimer mes émotions, etc., etc. Une façon d'être traité ou de pas être vu qui s'est finalement installée sur des années. Qu'est-ce qui peut créer ce qu'on appelle ce trauma avec petit t ou bien trauma complexe? Grandir avec un parent émotionnellement indisponible. Donc un parent qui est physiquement présent mais qui n'est pas vraiment là, qui est jamais vraiment en contact avec l'enfant. L'enfant a des émotions qui finalement ne sont pas accueillies. Il a des besoins qui ne sont pas vus. Le fait de grandir dans un environnement imprévisible, pas forcément violent, mais instable. Un environnement où il y a besoin de marcher sur des œufs. Un environnement où l'atmosphère change sans prévenir. Un moment ça va, un moment ça va pas. Voilà, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Le calme, finalement, il peut basculer à tout moment. C'est très stressant pour le système nerveux. Il peut y avoir aussi le fait de grandir avec de la critique quotidienne, régulière, de la comparaison, être dévalorisé tout le temps. Encore une fois, c'est pas nécessairement avec de la violence, il peut y avoir de la violence aussi, mais en fait, souvent, c'est avec une banalité qui est absolue, qui est même reconnue par la société. Toutes ces moqueries répétées, tu es trop sensible, tu n'y arriveras jamais, tu exagères, etc. Toutes les comparaisons qu'on fait tout le temps avec le frère, la sœur, un idéal illusoire, etc. Il peut y avoir aussi tous les événements où on se sent jamais à notre place, que ce soit à l'école, que ce soit dans la famille, que ce soit dans un groupe X, cette exclusion finalement qui est chronique, qui est répétée, le fait d'être invisible, le fait d'être la personne qu'on ne voit pas finalement. On peut aussi avoir grandi dans la honte. La honte de son corps, la honte de sa sexualité, la honte de son origine, de sa couleur de peau, de sa classe sociale, de son orientation sexuelle, d'un secret familial, etc., etc. Aucun de ces éléments isolés n'est traumatique, au sens classique, au sens reconnu, n'est-ce pas? Mais tous ces événements-là, quand ils sont ensemble, quand ils sont répétés quotidiennement, dans le contexte de l'enfance où le cerveau est en plein développement et où les relations sont existentiellement importantes, ça crée des empreintes absolument dramatiques pour la personne qui grandit. Ça laisse des traces très profondes dans le système nerveux. Et tout à l'heure, je disais que le trauma, c'est aussi un manque de. Le trauma de l'absence. Donc il y a une forme de trauma qui n'est pas reconnue, excusez-moi, mais qui est invisible. C'est le trauma de l'absence. Donc le trauma de l'absence, c'est pas ce qui s'est passé, mais ce qui n'a pas été là. Ou ce qui aurait dû être là, mais qui n'a pas été là. Un enfant a des besoins fondamentaux qui ne sont pas seulement physiques. Un enfant n'a pas juste besoin d'être nourri, logé, protégé. Il a des besoins émotionnels. Il a besoin d'être vu, d'être entendu, d'être consolé, d'être rassuré. Il a besoin d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'il ressent. Quelqu'un qui répond à ses signaux de détresse avec présence, avec régulation. Et quand ces besoins ne sont pas satisfaits, et encore une fois, il ne s'agit pas forcément de malveillance, il ne s'agit pas forcément de violence ou d'abus. Là, évidemment, les abus, etc., ça c'est reconnu, mais on peut avoir des parents qui nous aiment et qui ne nous ont pas apporté tout ça par incapacité émotionnelle, par immaturité émotionnelle. Parce qu'ils n'étaient pas disponibles, parce qu'ils étaient incapables de fournir ça. Mais à force d'avoir ça tous les jours, finalement, l'enfant développe des stratégies d'adaptation. Il apprend à ne pas avoir besoin, à jamais demander de l'aide, à tout gérer seul, à ne compter que sur lui, à couper l'accès à certaines émotions parce que c'est vulnérable et la vulnérabilité c'est dangereux, etc., etc. Et ces stratégies deviennent des patterns qui sont durables. Et les adultes qui les portent se demandent souvent pourquoi
ils ont du mal à connecter aux autres? Pourquoi je n'arrive pas à ressentir? Pourquoi je n'ai aucune émotion? Pourquoi je ne sais pas ce que je ressens? Pourquoi je ressens tout le temps du vide? Pourquoi je ressens tout le temps de la distance? Ces personnes-là portent des empreintes de trauma qui viennent de l'enfance. Qu'est-ce que fait le trauma dans le corps finalement? On va consacrer un épisode sur ça. Je vais parler du trauma et de ce que ça fait vraiment dans le corps. Mais je vais revenir sur quelque chose de fondamental que je répète et je répète et je répète. Le trauma, c'est pas un souvenir, c'est une empreinte dans le corps. Et c'est pour ça que j'ai créé un kit somatique avec une routine de 10-15 minutes par jour du lundi au dimanche pour libérer le corps de l'empreinte traumatique. Je te l'offre si tu veux le télécharger, c'est en légende. Le système nerveux autonome, donc c'est le système qui régule nos réponses de survie, notre respiration, donc tout ce qui est autonome finalement, le rythme cardiaque, la digestion, etc. Ce système nerveux autonome enregistre les expériences qui ne sont pas intégrées et il continue de se comporter comme si le danger était encore présent. Ok? Donc, même si le danger n'est plus réellement là, ton corps, n'ayant pas intégré, n'ayant pas digéré ce qui s'est passé, continue à vivre le danger comme s'il était réellement là. Ce qui veut dire que le trauma, il se manifeste dans le corps, dans une tension chronique dans les épaules, la mâchoire, le ventre, dans une respiration qui est tout le temps là et qui descend jamais dans le ventre, dans une hypervigilance face aux expressions des autres. Donc dès que quelqu'un est en colère, moi je commence à ressentir des nœuds au ventre, etc. Une tendance à se figer dans certaines situations, de la procrastination. Une fatigue inexpliquée, évidemment. Quand je dis fatigue inexpliquée, c'est-à-dire que la thyroïde va bien, tout va bien, il n'y a aucune raison médicale. Ça peut être aussi, tout simplement, la difficulté à ressentir des émotions, oui, mais pas que. Ça peut être difficulté à ressentir le plaisir, le désir, la sécurité. Tout ça, ce sont des réponses de survie qui continuent de fonctionner tous les jours, alors que la menace, elle est passée. Et si on les reconnaît comme telles, si on accepte de comprendre, ah oui, ça c'est un mécanisme traumatique, c'est pas juste je suis comme ça ou juste je suis, voilà, je suis cassée, c'est un défaut, je suis trop, je ressens trop, je suis trop sensible, etc. Quand on comprend que ce sont des mécanismes de survie, ça change finalement la relation qu'on a avec soi-même. Le trauma, il se manifeste aussi dans les réactions, dans ces petits moments où quelque chose de disproportionné surgit en réponse à quelque chose d'apparemment anodin. Donc quelqu'un qui va légèrement lever la voix, toi tu vas te frustrer comme si tu étais en danger. Ton partenaire qui va arriver en retard sans prévenir et tu vas finalement basculer dans une anxiété intense qui n'a aucun sens parce qu'il a juste 10 minutes de retard. Une critique mineure au travail va déclencher une honte écrasante qui va te poursuivre pendant toute la semaine. Le petit bruit soudain dans la cuisine qui va te faire sursauter violemment et tu vas avoir le cœur qui bat la chamade pendant plusieurs minutes et tu vas avoir du mal à redescendre, etc., etc. Ces réactions, elles viennent pas de la situation présente, même si la situation présente, elle est sécurisante finalement, mais ton corps, il a l'impression de vivre dans le passé. Donc toi, tu vis en 2026, mais ton corps, il vit en 1997. Elles viennent du passé, des moments où des situations similaires étaient effectivement dangereuses. Parce que le petit bruit rappelle à ton cerveau l'énervement de ton père quand il rentrait du travail et qui te donnait une gifle ensuite. Le système nerveux, il ne fait pas la différence entre maintenant et alors. Donc il reconnaît un pattern, il reconnaît une voix forte, un bruit, une absence, une critique, un bruit, peu importe le déclencheur. Et il va répondre comme il a appris à répondre. D'accord? C'est ce qu'on appelle finalement être triggered ou être déclenché. Il y a besoin de comprendre que ces réactions, elles viennent du passé. Elles ne viennent pas de là tout de suite maintenant. Et ça permet de se libérer ensuite. Le trauma, il forge beaucoup de croyances. Des croyances, des convictions finalement, plus que des croyances. Elle forge des convictions sur soi, évidemment inconscientes, sur soi, sur les autres, sur le monde. Le monde est dangereux, le monde extérieur est dangereux. Je ne suis pas assez, je suis un fardeau.
De toute façon, les gens finissent toujours par m'abandonner. Je ne peux faire confiance à personne. Je ne peux compter que sur moi-même. Si je montre ce que je ressens vraiment, ça va mal se passer. Je dois mériter l'amour, etc., etc., etc. Donc, toutes ces croyances-là, ce ne sont pas des pensées négatives qu'on choisit d'avoir. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, les croyances limitantes ne se travaillent pas que au mindset. C'est très important de travailler son mindset, mais pas que. Parce qu'il y a des croyances qui sont imbriquées dans le corps. Et si tu ne travailles pas aussi ton corps, ces croyances-là, elles vont rester là. Ce ne sont même pas des croyances, ce sont des mécanismes. Ce sont des conclusions tirées par un enfant qui essayait de donner du sens à son expérience qui n'avait aucun sens, avec les ressources cognitives et émotionnelles qu'il avait à l'époque, c'est-à-dire très peu. Des conclusions qui avaient du sens alors, mais qui continuent d'organiser la perception, le comportement à l'âge adulte. Et toi, tu t'en rends même pas compte, c'est quelque chose qui est automatique. Et tant que tout ça n'est pas vu pour ces mécanismes ne sont pas vus pour ce qu'elles sont, donc des conclusions du passé, pas forcément des vérités actuelles là tout de suite et universelles, elles vont diriger ta vie sans que tu le saches. Et pourquoi reconnaître son trauma est un acte de courage? Il y a des raisons très compréhensibles pour lesquelles beaucoup de gens résistent à l'idée que ce qu'ils ont vécu est du trauma. La première chose, c'est la comparaison avec pire, je vous en ai parlé au tout début. D'autres ont vécu pire que moi, c'est vrai, mais ça change rien à ce que toi tu as vécu. La souffrance n'est pas un concours, il n'y a pas d'échelle d'hiérarchisation de ta souffrance. Le fait que quelqu'un d'autre ait souffert davantage, ça ne veut pas dire que ta souffrance, elle n'est pas réelle. Ça ne veut pas dire que ta souffrance n'a pas laissé d'empreinte. Ça ne veut pas dire que ta souffrance, elle ne mérite pas de l'attention. La deuxième chose, c'est la loyauté familiale. Puisque quand on reconnaît que son enfance a été traumatisante ou quand les gens disent, reconnaissent, admettent, oui, j'ai des traumas d'enfance, il y a souvent cette chose qui se passe en eux, c'est mais si je reconnais que j'ai des traumas, ça veut dire que je reconnais que mon parent, il a fait des choses qu'il ne fallait pas. Alors que moi, mon parent, il m'aime. Ton parent, il peut t'aimer, et encore une fois, le trauma, il vient pas forcément de la violence. Ça peut sembler comme une trahison finalement, comme j'accuse mon parent alors qu'il a fait de son mieux, comme une ingratitude aussi. Je suis ingrat puisque mes parents, ils ont tout fait pour moi. Donc on minimise. Pour protéger ce lien-là, pour protéger l'image des parents, pour pas avoir à vivre avec la complexité de devoir vivre, de devoir parler au quotidien avec quelqu'un qui m'a blessé. On va rester dans le déni finalement, dans l'illusion qu'il ne s'est rien passé. L'identité aussi construite autour de la résilience, c'est la troisième chose. Je m'en suis sortie, je suis fort, j'ai besoin de personne, j'ai pas besoin de regarder en arrière. La force, c'est souvent une armure. Et enlever cette armure-là, elle demande de rencontrer ce qu'elle protège. D'où l'importance d'avoir un thérapeute qui sait de quoi il parle, qui te fait sentir suffisamment en sécurité, avec lequel tu te co-régules, avec lequel ton cerveau se co-régule, pour pouvoir aller taper dans cette partie de toi qui est vulnérable. Cette partie de toi que ton système nerveux protège finalement. Reconnaître son trauma, donc nommer ce qui s'est passé pour ce que c'était. C'est pas se victimiser, attention. C'est pas je reste coincé dans le passé et ça me donne une excuse pour pas avancer. Donc j'ai eu mon trauma, je suis comme ça parce que j'ai eu mon trauma. Attention, non. Il n'est pas question de rester dans une identité de victime. C'est exactement le contraire. C'est important quand même de reconnaître que j'ai été victime d'eux, mais on ne reste pas dans cette identité-là de j'ai été victime. Donc, on va voir la source de certains patterns au lieu de continuer à les vivre sans les comprendre. On va arrêter de se juger pour des réactions qui avaient une logique, qui sont logiques, qu'on comprend. On va accéder à de la compassion pour soi-même. Ça, c'est très, très important. Non seulement pour l'enfant qu'on a été, donc ressentir de la compassion pour l'enfant qu'on a été, mais aussi pour l'adulte qu'on est devenu avec ce bagage. Et c'est paradoxalement ce qui va permettre de commencer à se libérer. Donc je ne reste pas dans le passé, je comprends comment je vis dans le présent. Et je commence à créer une différence entre les deux. Le passé, c'est le passé, mais là, le présent, je suis en sécurité, tout va bien. Et je vais terminer cette partie avec quelque chose de très important. Tu n'as pas besoin d'avoir une histoire spectaculaire pour que ta souffrance soit réelle. Donc je vais le répéter. Tu n'as pas besoin d'avoir vécu une catastrophe pour que tes réactions d'aujourd'hui, qui semblent exagérées, aient du sens. Tu n'as pas besoin de prouver à qui que ce soit, y compris à toi-même, que ce que tu as traversé mérite d'être appelé trauma.
Si tu portes des empreintes, s'il y a certaines réactions qui te semblent plus grandes que la situation, si tu te retrouves dans des patterns que tu comprends pas, s'il y a quelque chose dans ton corps qui est tout le temps en alerte, si tu es en hypervigilance, en procrastination, etc., si tu n'arrives pas à avoir du plaisir, si tu n'arrives pas à avoir des relations saines, etc., 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 c'est qu'une partie de toi n'arrive pas à croire qu'elle est en sécurité ou qu'elle a de la valeur. Et c'est suffisant. Et ça mérite d'être regardé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur, beaucoup, beaucoup d'amour pour soi, de bienveillance, de compassion, sans avoir à les justifier aux yeux de personne, ni toi, ni moi, ni ton parent. Ok? Le trauma, encore une fois, c'est pas réservé aux histoires dramatiques, c'est pas une médaille qu'il faut mériter par la gravité de ce qu'on a vécu ou pas. C'est une empreinte dans le corps, dans le système nerveux, dans les croyances, dans les réactions, laissées par des expériences que le système n'a pas pu intégrer complètement. Et si tu l'as pas encore fait, je t'invite à télécharger mon kit somatique gratuit offert que je t'offre. C'est une routine sur 7 jours, du lundi au dimanche, pour aller rassurer le corps, sécuriser le corps, pour libérer le corps de ces empreintes traumatiques. Donc tu le trouveras, c'est à télécharger, je te l'offre, c'est mon cadeau pour toi. Cette empreinte, elle est incroyablement répandue. J'ai envie de dire que c'est 100% de la société. Vraiment, beaucoup plus qu'on le croit. Et reconnaître ça, donc reconnaître que ce qu'on porte a une source, que nos réactions ont une logique, que nos stratégies de survie ont été intelligentes à un moment, mais qu'aujourd'hui elles nous desservent, c'est le début de quelque chose. La guérison, elle n'est pas instantanée. La guérison, c'est un process, c'est un chemin. Mais il y a quelque chose de très important qui a besoin que tu comprennes. Quand tu vois ce que tu portes avec des yeux de compassion, des yeux qui ne jugent pas, ça te donne la possibilité progressivement de commencer à déposer ce que tu n'as plus besoin de porter seul. Si cette vidéo a nommé quelque chose que tu portais sans les mots pour le dire, partage-la, commente, laisse un like pour faire connaître cette chaîne et ce travail-là qui me semble important. Et si tu veux aller plus loin, évidemment, tu trouveras toutes les infos en barre d'infos en légende. Moi, je te dis à très vite pour une prochaine épisode. Ciao, ciao.